S'il y a une finale dans un tournoi du Grand Chelem qui a été complètement dingue, c'est celle de Roland-Garros il y a 21 ans. Nous sommes le 5 juin 1999 et Martina Hingis, 18 ans, numéro 1 mondial, est tellement certaine d'envoyer Steffi Graf et ses 30 balais à la retraite qu'elle a déjà choisi sa robe pour poser avec le trophée devant les photographes. Faut dire aussi que la Suissesse semble intouchable. En janvier, elle a gagné l'Open d'Australie, son 5e tournoi du Grand Chelem, déjà. Et à Roland-Garros, le seul tournoi majeur qui se refuse encore à elle, personne n'a réussi à lui prendre un set, même pas Arantxa Sanchez, la tenante du titre en demi-finale. Et ça continue en finale. Graf a beau résister, Hingis est plus forte, plus agressive, plus précise, et elle mène 6-4, 2-0. C'est quasiment dans la poche, enfin dans la jupette. Au moment où un de ses retours est annoncé faute. Et alors là, ça part en sucette. Parce que la Hingis, elle n'est pas d'accord, alors elle conteste. Du coup, la juge de ligne se déplace pour essayer de retrouver la marque, mais elle la retrouve pas. Alors elle appelle l'arbitre, qui n'y arrive pas non plus, c'est un peu le Koh-Lanta de la marque. Mais bon, l'annonce est maintenue, c'est la règle. Point pour Graf. Quoi, Vance? La Suissesse passe alors de l'autre côté du filet pour vérifier par elle-même, mais c'est interdit. Résultat, elle se prend 1 point de pénalité, elle boude, elle s'assoit, elle fait venir le juge arbitre, rien n'y fait, elle est à ça de la disqualification. Mais elle arrive quand même à se réorganiser les neurones et elle sert pour le titre à 6-4, 5-4. Avant que Graf, l'expérimenté, aligne 3 jeux pour revenir à une manche partout. Les 16 000 spectateurs sont en fusion, ils scandent tous à l'unisson « Steffi, Steffi !» C'en est trop pour la Suissesse. Au début du 3e set, elle profite du premier changement de côté pour quitter le court. Et là, ça dure. 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, le public fait la holin pour Steffi. Oh, c'est du délire. Et l'Allemande, aidée par une Suissesse de plus en plus nerveuse, va mener 5 jeux à 2 et s'offrir une balle de match. Que la Suissesse sauve en servant à la cuillère. Alors là, c'est plus un stade, c'est un volcan. Tout le monde devient fou, ça hurle de partout. Et sur la 2e balle de match, Martina Hingis finit par craquer. Elle est tellement écœurée, la Suissesse, tellement déçue, qu'elle s'enfuit dans les vestiaires et qu'elle ne reviendra pas pour la cérémonie de remise des trophées. C'est décidé. Seule sa mère parvient à la faire changer d'avis. Et Hingis revient sur le court en larmes. Elle ne le sait pas encore, mais elle ne gagnera jamais Roland-Garros, ni aucun autre titre du Grand Chelem après cette finale. Steffi Graf, elle rayonne. Elle a battu les 3 premières joueuses mondiales pour s'adjuger son 6e Roland-Garros, son 22e titre du Grand Chelem. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'elle soulève un trophée. 2 mois plus tard, elle prend sa retraite. Nous sommes le 10 juin 1984 et la finale de Roland-Garros oppose John McEnroe à Ivan Lendl, le numéro 1 mondial contre le numéro 2. Le sale gosse américain contre le Voldemort tchécoslovaque. Le gaucher génial contre la machine à broyer. Et autant vous dire qu'on ne donne pas cher de la peau de Lendl. Parce que c'est déjà la 6e fois qu'ils s'affrontent cette année-là. Et Lendl a toujours été battu. Sans oublier qu'Ivan le Terrible a joué 4 finales dans des tournois du Grand Chelem. Et qu'il les a toutes perdues. Et surtout parce que McEnroe, qui lui a déjà remporté 2 Wimbledon et 3 US Open, est injouable en 84. 42 matchs, 42 victoires, c'est le roi, le pape du tennis. Et s'il y a bien un gars contre qui il ne veut pas perdre, c'est Lendl. C'est bien simple, il le déteste avec sa tête de dépressif, sa sueur de bois dans la poche de son short et son tennis de laborieux. Et il s'en cache pas, hein. Il claironne à tout va qu'il a plus de talent, lui, dans son petit doigt que Lendl dans tout son corps. Et il le prouve sur le central de Roland-Garros en moins d'1 heure. L'Américain mène 2-7-0. McEnroe serre le feu. Il monte plus vite que la lumière. Il donne l'impression d'aimanter la balle sur chaque volée. Son toucher de balle titille la perfection sur les services de Lendl. Il s'amuse. Il prend la balle avant le sommet du rebond. C'est une démonstration, une leçon, une correction. Mais Ivan le fossoyeur ne bronche pas rien. Il pipe pas un mot. Il n'a qu'une seule idée en tête. Relancer les services de McEnroe, retourner bon sang, le faire jouer, le fatiguer, lui fissurer la confiance. Et la première lézarde apparaît dans le 5e jeu du 3e set. McEnroe s'offre 4 balles de break à 2 jeux partout, ça sent la fin.
Mais Lendl tient, il les sauve toutes, dont une, sur un passing de coup droit, à te ravager l'exaltation. Un jeu plus tard, le Tchèque réussit pour la première fois à prendre le service de l'Américain et remporte le troisième set. Dans la quatrième manche, McEnroe a le break. Il mène 4-3 et se retrouve à 5 points, 5 petits points de gagner Roland-Garros. Mais ça se voit, il est touché physiquement, il sert moins bien. Lendl l'empêche de monter dans de bonnes conditions. Il le fait cavaler du fond du court, à droite, à gauche, il l'use. Et pour la première fois depuis le début de la quinzaine, il fait très beau, très chaud, 28 degrés. Et Lendl revient à 2-7 partout. Le public l'acclame. Lendl, ovationné par un public qui est conquis par sa volonté. Au cinquième et dernier set, tout le monde pense que le Tchèque va craquer. Mais le bras d'Ivan ne tremble pas. La poule mouillée, comme l'a baptisé Connor, se transforme en gallinacé de concours. Il résiste à tous les assauts de McEnroe et à la pression. Au bout de 4 heures et 8 minutes d'une finale étouffante, Lendl s'impose 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5, au bout d'un effort titanesque. Il est aux anges. McEnroe, lui, se consolera le soir même en fracassant tout le mobilier de sa chambre d'hôtel de rage, puis en prenant sa revanche sur le Tchèque, en l'exécutant au final de l'US Open 2 mois plus tard, avant de terminer en apothéose son année 84 avec le bilan totalement affolant de 82 matchs gagnés sur 85. Mais même encore aujourd'hui, McEnroe le confie, il se réveille parfois la nuit en repensant à cette finale qui reste le pire souvenir de sa vie. Pour Lendl, en revanche, cette victoire a bouleversé sa carrière, il le dit. C'est à Roland-Garros qu'il a appris à gagner. C'est là qu'il a remporté son premier trophée dans un tournoi du Grand Chelem. Il en gagnera 7 autres. Nous sommes le lundi 9 juillet 2001 et on ne sait toujours pas qui a gagné Wimbledon car la finale a été décalée de 24 heures à cause de la pluie. Des milliers de fans attendent frénétiquement l'ouverture des grilles et la queue s'étend sur des kilomètres. Ils ont passé la nuit à dormir sous des tentes ou à même le sol, à chanter, à boire. On n'a jamais vu ça à Wimbledon, l'ambiance est dingue car tous les billets du dimanche ont été remis en vente. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Et quand Pat Rafter et Goran Ivanisevic rentrent sur le Center Court, c'est la folie à London, enfin à Wimbledon. Il y a des pancartes, des banderoles, des panneaux croates, des kangourous gonflés à l'hélium, ça hurle, ça crie. Qui va gagner? Le favori, c'est Rafter et ses volets magiques. Il est 10e. Il a déjà remporté 2 US Open d'affilée en 97 et en 98. Et il dispute ici sa 2e finale d'affilée après avoir perdu contre Sampras l'an dernier, alors qu'il menait 1-7-0 et 4-1 dans le tie-break de la 2e manche. Ivanisevic, lui, on ne sait pas, on ne sait plus. Depuis 2 ans et demi, il traîne sa carcasse sur le circuit, c'est un fantôme. Comme il le dit lui-même, il joue encore à 29 ans parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Redescendu à la 125e place mondiale, le Goran n'est là que parce que les organisateurs lui ont filé une invitation pour service rendu. Suite à ces 3 finales qu'il a déjà disputées ici à Wimbledon, qu'il a toutes perdues d'ailleurs, la dernière en 98 contre Sampras, toujours lui, alors que le Croate avait réussi à se procurer 2 balles pour mener 2-7-0 contre l'Américain. Mais là, en 2001, vu comme il enchaîne les miracles, on se dit que c'est peut-être son année. En quart de finale, Ivanisevic a dégoûté le numéro 3 mondial, Marat Safin, le Russe qui dira après sa défaite que le gazon, c'est seulement bon pour les vaches. Et que dire de sa demi-finale contre Henman, 11e mondial, le chouchou de la reine, contre qui il a toujours perdu. Cette demi-finale va s'éterniser sur 3 jours. À chaque fois que le Croate est au bord du gouffre de l'élimination, il pleut. Et il va s'en sortir en 5-7, 44 heures après avoir joué le premier point. Il y a aussi un 5e set en finale, une dernière manche irrespirable, où Rafter et Ivanisevic se livrent un bras de fer terrible. Qui va remporter son premier Wimbledon? Dans ce 5e set, Rafter s'est déjà retrouvé à 2 points de la victoire, 2 petits points. Mais Ivanisevic n'a pas craqué. Ils servent le feu tous les deux. Il n'y a pas eu encore une seule balle de break. Et on est à 7 jeux partout. C'est à ce moment-là qu'Ivanisevic va lâcher 2 retours gagnants monstrueux pour prendre le service de Rafter. 8 jeux à 7, le public est en délire et Goran passe le changement de côté, la tête sous sa serviette. Ça y est, il va servir pour le titre. Et il réussit le 212e ace de sa quinzaine miraculeuse pour s'offrir une balle de match.
La pression est insupportable. Goran se parle, prie, commence à pleurer, les nerfs lâchent. Il se contrôle, enfin, il essaie, mais sa raquette pèse une tonne, son bras est en ciment. Et il fait une double faute. Le public hystérique est au bord de l'internement général. Ivanisevic reprend, s'offre une deuxième balle de match. Deuxième double faute. À cette époque, je commentais pour Pathé Sport. Enfin, je commentais. Je pouvais plus commenter, j'avais bouffé le micro. Avant de jouer sa troisième balle de match, Ivanisevic est au bord de la folie. Il s'agenouille sur le center court, il fait une prière rapide, il rit, il pleure, il secoue son bras tétanisé, il embrasse même la balle. Mais Rafter s'en sort en réussissant un lob parfait. C'est un cauchemar, un supplice pour Ivanisevic, on se dit qu'il va jamais y arriver. Mais sur la quatrième balle de match, Rafter met son retour dans le filet. Ça y est, Ivanisevic a gagné Wimbledon, son Wimbledon. Il s'écroule sur le court, il pleure comme un gamin, il a réalisé son rêve. Rafter, quant à lui, ne rejouera plus jamais sur le center court. L'épaule en miettes, l'Australien prendra sa retraite à la fin de cette année 2001. Goran, lui, n'aura pas la possibilité de venir défendre son titre en 2002. Il s'est fait opérer de l'épaule. On ne le reverra sur le center court qu'en 2004, où il viendra disputer le dernier tournoi de sa carrière. Alors 415e, il ira jusqu'au 3e tour, déclarant qu'il ne pouvait pas ne pas rejouer ce tournoi. Il voulait être là, même s'il avait été obligé de vendre des fraises ou tondre le gazon. Ce sera sa dernière déclaration d'amour de joueur. Nous sommes le samedi 5 juillet 1980, jour de la finale messieurs de Wimbledon. Car à cette époque-là, on la joue le samedi, le All England Club étant fermé le dimanche. C'est comme ça depuis toujours, c'est la tradition, et ce le sera jusqu'en 1982. Les raquettes sont en bois, les balles sont blanches, et le roi du center court s'appelle Björn Borg. Depuis 1976, le Suédois de 24 ans est invaincu à Wimbledon. 34 matchs gagnés d'affilée, 4 titres consécutifs. Avec son bandeau, ses cheveux longs et son polo rayé moulé sur un dos d'athlète taillé en V, Borg a l'aura d'une rockstar mondiale. Les filles se fissurent les cordes vocales dès qu'il apparaît. Et en Angleterre, on le vénère comme un demi-dieu. John McEnroe, son adversaire en finale, n'est pas loin lui aussi de l'idolâtrer. Il trouve Borg magique. La première fois que l'Américain l'a vu, nous sommes en 1973. Borg a 17 ans, il dispute son premier US Open. McEnroe a 14 ans, il est ramasseur de balles. Et il voit le Suédois comme un dieu viking. Mais depuis, McEnroe a grandi, on le considère même comme un génie. Il a 21 ans, il a gagné l'US Open en 79, il a même piqué la place de numéro 1 mondial à Borg pendant 3 semaines en mars. Et il a déjà battu l'idole scandinave 3 fois. Alors tout le monde se demande s'il est capable de le dominer à nouveau ici, alors qu'il dispute sa première finale à Wimbledon. Et quand il met 6 jeux à 1 à Borg dans le premier set, le public n'en croit pas ses yeux. Le super morveux, comme les Anglais l'ont baptisé, est en train de moucher leur dieu. C'est impensable, c'est shocking. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Appelez la reine. C'est comme si les punks prenaient le pouvoir, comme si le désordre dominait le monde. Et le seul qui ne s'affole pas, mais alors pas du tout, c'est Borg. Impassible devant l'impossible, qui égalise, passe devant, et s'offre 2 balles de match sur son service à 5 jeux à 4 dans le 4e set. Bon bah c'est plié, chérie rentre les fraises, hein. On peut rentrer. Sauf que c'est à ce moment-là que McEnroe va réussir 2 retours gagnants pour sauver sa peau et amener Borg au tie-break. The tie-break. Un jeu décisif, vertigineux, himalayesque, qui va durer 22 minutes. McEnroe y est fascinant, sublime. Il improvise des coups, il trouve des angles impensables, il réinvente le tennis. Et Borg répond à tout, il trouve des solutions, il devient plus agressif, plus rapide, plus fort. Dans ce tie-break irréel de 34 points, le Suédois va s'offrir 5 balles de match supplémentaires, la 5e à 12 points à 11. McEnroe les sauve toutes, dont une qui accroche la bande du filet. Et il finit par faire craquer Borg à sa 7e balle de 7. 18-16, incroyable. La rage bouillonnante de l'Américain a réussi à fendre la détermination glacée du Suédois. Tout le monde pense que Borg ne s'en remettra pas. 7 balles de match, on le scrute au changement de côté, il doit être dévasté. Mais personne ne pense comme Borg. Il l'expliquera plus tard, au moment où le point est terminé, il n'y pense plus. Il est focalisé sur celui d'après. Pour me battre, il faudra en réussir 2000 autres. C'est avec cette philosophie que Borg va cimenter sa légende dans le 5e et dernier set. McEnroe joue toujours aussi bien, mais Borg encore mieux. Malgré la déception, la frustration, la pression, Borg va passer 90% de première balle, ne perdant que 3 points sur ses services.
McEnroe n'a aucune ouverture, mais il résiste, 2 jeux partout. Il se bagarre comme un enragé, 4 jeux partout. Il plonge, il vole, 6 partout, mais pas de tie-break. Puis 7 jeux à 6 pour Borg. McEnroe est au service. Jusqu'à présent, il a écarté 7 balles de break dans ce set. Mais à la 8e, il se fait transpercer par un passing de revers surpuissant. Björn Borg tombe à genoux, ça y est, il a gagné 8 jeux à 6. 3h53 sans oxygène. C'est son 10e titre du Grand Chelem, 5 Roland Garros et donc 5 Wimbledon consécutifs. La légende est toujours vivante, les Anglais l'idolâtrent, ils veulent le mettre à la même table que le roi Arthur. Seul John McEnroe mettra un terme à son invincibilité sur le gazon anglais en le dominant l'année d'après lors de la finale de 1981. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous sommes le 6 juillet, il est 14h30 heure de Londres et Roger Federer et Rafael Nadal arrivent sur le Center Court pour disputer la finale de Wimbledon 2008. Rafa a 22 ans, il est chaud caliente et il rentre sur le court le premier d'un pas décidé, avec sa dégaine d'apache, son bandeau, son pantacourt et son t-shirt sans manches qui fait ressortir la taille du biceps de son bras gauche. C'est plus Rafa, c'est Rambo. Sa mission, réussir à dézinguer Federer, qui se la joue au propriétaire terrien avec son cardigan couleur crème. Faut dire que le Suisse a de quoi parader, c'est le roi du gazon, ça fait plus de 6 ans qu'il y est invaincu, personne le bat. 65 matchs gagnés d'affilée sur cette surface. 65, 10 titres, dont les 5 dernières éditions de Wimbledon. Encore une et à 26 ans, Federer bat le record de Borg, qui est présent dans la loge royale. Mais Nadal aussi a un record à battre dans sa ligne de mire. S'il gagne, il rejoint au panthéon du tennis les 2 seules légendes qui ont réussi le doublé Roland-Garros-Wimbledon depuis 40 ans. J'ai nommé Rod Laver en 1969 et Borg, encore lui, en 1980. C'est peut-être pour ça que Nadal envoie des enclumes à tout va dès le premier point. Un premier point de 14 frappes qui est conclu d'un coup droit de mutant. Faut le comprendre aussi, c'est sa 3e finale d'affilée à Wimbledon, à chaque fois battue par le Suisse. Faut que ça change. Du coup, il démarre pied au plancher, parce qu'il veut maintenir la tête du Suisse sous l'eau. Comme il y a un mois en finale à Roland-Garros, où il avait réussi à asphyxier Federer pour y remporter son 4e titre sur la terre battue parisienne. Le score 6-1, 6-3, 6-0. Personne n'avait jamais encore giflé Federer comme ça en finale de Grand Chelem. Personne ne lui avait mis une bulle en finale de Grand Chelem. Et on voit bien que ça trotte encore dans la tête du Suisse. Il se libère pas, il est hésitant et il perd le premier set, alors qu'il n'en avait pas abandonné un seul en route depuis le début de la quinzaine. Mais le bras du Suisse mouline à nouveau dans la 2e manche. Il sert mieux, il envoie des éclairs et il mène très vite 4 jeux à 1. Et c'est à ce moment-là que Nadal choisit d'insister sur le coup droit de Federer. On se dit qu'il est devenu fou. Il a construit ses 11 victoires sur le Suisse en 17 rencontres en lui bombardant le revers, pas le coup droit. C'est suicidaire. Sauf qu'il n'est pas du tout local, Rafa. C'est mûrement réfléchi. On voit bien que le Federer est surpris, perturbé. Et l'Espagnol en profite pour aligner 5 jeux. 5 pour mener 2-7-0. Federer est sonné. Est-ce qu'il peut revenir ? Personne n'a remonté un handicap de 2-7-0 en finale de Wimbledon depuis Henri Cochet en 1927. Et quand Nadal mène 0-40 sur le service du Suisse à 3 jeux partout dans la 3e manche, ça semble mal embarqué. Mais Rafa bloque au moment de porter les stockades. Son bras se fossilise, il n'y a plus rien qui passe. Et Federer profite de cette paralysie pour sauver sa peau et amener l'Espagnol jusqu'au tie-break. Là, à 6 jeux partout, Roger étincelle au service. Il ne passe que des premières balles, réussit 4 aces et remporte le 3e set. La 4e manche est phénoménale d'intensité. Tous les coups du tennis y passent. Nadal fait des merveilles au filet et il entraîne Federer dans des longs rallyes du fond du court. Mais le Suisse répond à tout. Il vole, il accélère, il passe. C'est plus du tennis, c'est une œuvre d'art. Le public, tout le monde est subjugué. Dans ce set, aucun des 2 joueurs ne s'offre de balle de break et on se retrouve à nouveau à 6 jeux partout. Rafa enchaîne les coups gagnants, il mène 5 points à 2 points du titre, avec 2 services à suivre. Et là, bam, il bloque à nouveau, en faisant sa première double faute dans ce set. Derrière, c'est Federer qui s'offre une balle de 2-7 partout, à 6 points à 5, que Nadal va sauver au bout d'un échange de 17 frappes. Il est 20h, le public est debout, surexcité, mais qui va gagner? Et apparemment, c'est Nadal. L'Espagnol s'offre 2 balles de match, ça y est. Sauf que sur la première,
à 7 points à 6, Federer sert trop bien. Et sur la deuxième, à 8 points à 7, le Suisse réussit un revers bloqué longue ligne gagnant qui tombe dans la lucarne, là. Un miracle. Et contre toute attente, Federer remporte ce jeu décisif 10 points à 8. Il va y avoir un 5e et dernier set. Et tout le monde se dit que ça va être quand même très compliqué pour Rafa. Comment il va digérer ça, lui qui n'a pas su conclure, qui a même montré des signes de fébrilité au moment de finir. Mais comme Borg en 1980, Nadal a cette faculté inouïe, malgré la tempête de doute qui doit souffler sous son crâne, de rester dans le moment présent. Dès le premier point du 5e set, il est là. Il forgeronne la balle à nouveau comme si rien ne s'était passé. Même quand Federer a une balle de break pour mener 5 jeux à 3, Rafa ne retient pas son bras. Même quand Federer se retrouve à 2 points de la victoire à 5 jeux à 4, 2 petits points, Rafa continue à envoyer du bois. Et c'est Federer qui finit par craquer dans l'obscurité. On n'y voit quasiment plus rien. Il est 21h15 heure de Londres, 22h15 en France. À 7 jeux partout, le Suisse cède son service sur 2 fautes directes en coup droit. Et c'est encore son coup droit qu'il trahit sur la 4e balle de match de Nadal. Ça y est, c'est fini. Sur un score fleuve, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7, 4h48 d'une orgie tennistique. L'Espagnol s'écroule sur le center court, les flashs crépitent. Tout le monde veut le prendre en photo, on dirait une pluie d'étoiles qui lui dessine une voie lactée, la voie du succès. Et pour montrer à quel point Nadal a été phénoménal sur cette finale, le premier à se lever pour applaudir le succès de l'Espagnol, c'est Robert, le père de Federer. Un mois plus tard, le 18 août 2008, Rafa va devenir pour la première fois de sa carrière numéro 1 mondial, mettant ainsi un terme à la domination de Federer, qui trônait à cette place depuis 237 semaines. La finale de Wimbledon 2008, c'est bien simple, on peut la mettre au Louvre. C'est une œuvre d'art.